Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Non mais c'est pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde. Écoute François, Ta gueule toi. Tu m'emmerdes toi, je t'emmerde. Je vous emmerde tous, c'est un coup de dimanche. Je suis quoi la con. Primal. Cette série signée par le héros de mon enfance, Genndy Tartakovsky, nous propose de revenir aux origines de l'homme, avec toute sa dangerosité et sa sauvagerie. Mais la série se limite-t-elle vraiment qu'à cela ? Pour répondre à cette question, je suis épaulé d'un vrai barbare, sanguinaire, du nom d'Alexandre. Salut. Je suis un barbare sanguinaire. Avec sa voix mignonne et tout là. Ça va mec ? Ça va et toi ? Ça va. Alors, pour les auditeurs qui veulent connaître un peu les coulisses, faut savoir que Alex, c'est un mec qui chôme pas, parce qu'en gros, moi je vois Primal, je passe un bon moment, j'adore la série, on va vous recontextualiser tout ça, et donc je conseille mon ami Alexandre, sincèrement mec, tu devrais regarder, c'est assez fou. Bah t'as tout regardé cet après-midi, les 10 épisodes, et t'as foncé chez moi pour un podcast. Non, mais on me dit regarde. Je regarde, voilà, juste, voilà. Quand on me demandait de faire mes devoirs à l'école, je les faisais dans les temps. Bon, bah voilà. Voilà. Et du coup, voilà. Non, c'est faux, en plus, je les faisais pas dans les temps. Mais... et je me suis pas totalement planté quand j'ai dit que t'allais adorer. Bon, je crois que ça va. Je crois que... Ça va. Non, en vrai, c'est exceptionnel. Je suis très content que tu m'aies dit de faire ça. Enfin, Okay. que tu m'aies conseillé cette série. Bon. Alors, pour ce podcast, contrairement à l'épisode d'Analytics qui est fait, là où sur l'épisode d'Analytics, on présente brièvement la série et on s'attarde plus sur un aspect de l'épisode 8, ici on va vraiment parler de la série dans son ensemble. Du moins on va essayer. On va essayer d'être le plus précis possible sur ce dont on veut parler, mais effectivement... la série dit quand même beaucoup de choses. C'est ça. Contrairement aux apparences d'ailleurs. Contrairement aux apparences. En fait, elle évoque beaucoup de choses. Donc, on invite nos auditeurs à... Va falloir diguer, quoi. Va falloir creuser. C'est-à-dire que le podcast, c'est une base. Mais par contre, si vous voulez vraiment aller plus loin, on pense pas être la source ultime. Mais alors, en fait, c'est-à-dire qu'on s'est pris une vraie claque en la regardant parce qu'elle réunit beaucoup des éléments de réflexion qu'on a avec Roman depuis plusieurs années à deux. Tout à fait. Enfin, à deux. Dans on n'est pas les seuls. Voilà, on n'est pas les seuls dans l'histoire. Dans notre groupe, ouais, c'est nous deux. Et ce qu'on vous propose en fait, c'est pour compléter l'épisode d'Analytics qui venait plus précisément sur l'épisode 8, là on va essayer de vous donner des pistes de réflexion sur des auteurs, sur des théories que la série vient traiter, selon nous. Et normalement, Roman commence par demander à son invité quel est son rapport avec l'œuvre. Ouais. Moi, il se trouve que j'ai découvert Tartakovsky avec cette série parce que j'avais juste vu Hotel Transylvanie avant. Donc, je vais me permettre de te poser la question, Roman, puisque ça sera plus pertinent. Quel est ton rapport à Tartakovsky ? Alors, mon rapport personnel, et si tu veux, après j'enchaîne avec une présentation du bonhomme. Moi, Tartakovsky, en fait, c'est au final, quand je fais le bilan un peu de ma vie de cinéphile, c'est le premier réalisateur dont j'ai le souvenir du nom. Parce qu'en fait, j'étais fan du laboratoire de Dexter, j'étais fan des Super Nanas, et quand Samurai Jack a débarqué, j'étais fan aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait toujours le même nom imprononçable à la fin des épisodes. Et donc, ce qui fait que gamin, j'étais capable de dire j'aime bien les Disney, j'aime bien les Looney Tunes, et j'aime bien Tartakovsky. On me regardait comme un alien. C'était déjà chiant, quoi. Ouais, j'étais déjà chiant. Parce que t'avais une espèce de petit bonhomme qui connaissait déjà Tartakovsky. Et donc, gamin, juste, j'aimais les dessins animés. Ils me touchaient, ça me parlait. C'était des dessins animés qui m'allaient. Et en grandissant, je suis resté un grand enfant qui regarde toujours des dessins animés le matin. C'est mieux que les infos, j'estime. Et j'ai continué à regarder les dessins animés, à revoir les dessins animés de Tartakovsky, ce qui fait que j'ai toujours adoré Dexter et Super Nana. Je me suis pris une méchante claque avec Clone Wars, son Star Wars, là, en 2D, dont on avait parlé sur l'épisode où on reparlait de Star Wars épisode 3. Et mon vrai choc à l'époque, avant que Primal ne sorte, donc c'était Samurai Jack. C'est-à-dire que Samurai Jack, quand t'as une culture un peu geek, un peu tout ça, c'est aberrant et hallucinant de talent, quoi. Comment il arrive à synthétiser autant de pans culturels. Et donc voilà, moi j'étais un immense fan de Samurai Jack. Et voilà, donc c'est... Et tu veux nous parler un petit peu du bonhomme ? Le bonhomme, ouais, il naît si ma mémoire est bonne, en 1970, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Il naît dans les années 70, il passe une toute partie de son enfance en Russie, et il va arriver aux États-Unis.
mais quand il arrive aux États-Unis, il passe d'une enfance en Russie à la découverte de la pop culture américaine. Donc quand t'es gamin et que tu te manges dans la gueule Star Wars et Conan le Barbare, ça fait un choc. Parce que je crois qu'il arrive vraiment en 82, un truc comme ça. C'est quelque chose de ce genre. Il ouais. arrive à l'année de Conan et de Star Wars 2. Star Wars 3. Ouais, je crois que c'est le 3 et du coup il rattrape. Maintenant, Voilà, 6 pour nous maintenant. Et du coup il rattrape les Star Wars et il va devenir un bébé mordu fou de pop culture. Et ça va se ressentir dans ses œuvres, c'est-à-dire que ses premiers dessins animés, alors le laboratoire de Dexter, je crois pas qu'il soit auteur, je crois que c'est une commande, mais déjà il a un style graphique reconnaissable et il a une connaissance du tempo slapstick qui est juste parfait. Tu vois que le mec connaît Buster Keaton et Chaplin sur le bout des doigts. Oui, puis on le reconnaît graphiquement en général à des lignes très souvent c'est des lignes épaisses, souvent avec des lignes un peu plus fines, avec des angles très fins. Tout à fait. Ouais. Mais de toute façon, son style graphique ressemble à sa mise en scène et au reste, hein, c'est-à-dire que ça paraît simple, et je pense qu'on va y revenir tout du long du podcast, ça paraît simple, c'est accessible, mais en fait, c'est d'une richesse. Ceux qui dessinent un peu, essayez de faire du Tartakovsky, vous allez vite comprendre le cauchemar. Oui. Vous allez vite comprendre, en termes de proportions, en termes de ça, c'est un cauchemar. Et donc son style graphique c'est ça, et déjà avec les Super Nana il y a une volonté d'aller vers le super-héros, donc il y a déjà une volonté un peu comic book, un peu geek, et l'explosion va être Samurai Jack évidemment, dont la saison 4 est sortie également récemment. Ouais, c'est ça, sur Adult Swim. Et tu m'as fait une transition parfaite pour arriver à Primal du coup. Ce qui va se passer, c'est qu'il va faire une transition vers le cinéma. Donc c'est là où les Hôtels Transylvanie arrivent. Mais Hôtel Transylvanie, à la base, il prend du plaisir à le faire, mais c'est pas un projet de cœur. Oui, mais le 1, ça se voit que c'est un film c'est excellent, qui est très bien rythmé, mais qu'on sent être... fait pour un public large, mais avec un principe de base sympa qui est notre rapport au monstre a changé en fait. Là où avant on en avait peur, maintenant on les adore. Et je trouve qu'il exploite très bien ce concept de base tout à fait. Pour un public très très large. Tout à fait, donc sa transition au cinéma elle se fait plutôt bien parce que le Hôtel Transylvanie marche bien. Mais là où lui veut aller ailleurs, les studios vont lui demander des suites à Hôtel Transylvanie. Il va passer des années à préparer un film Popeye, où il y avait déjà des images sur internet de ce que ça allait donner. Ça allait être fou furieux. Ça allait être mais une vraie baffe. Le projet Popeye est annulé. On lui demande de refaire du Hôtel Transylvanie et on lui demande de refaire du Samurai Jack. Et là il dit je vais l'aborder un coup pour eux, un coup pour moi. Donc le coup pour eux, c'est la dernière saison de Samurai Jack où il va très bien s'en sortir. C'est-à-dire qu'il va avoir en fait, il va avoir le parti pris de détruire Samurai Jack pour mieux le reconstruire. Donc, et c'est assez excellent. Et sur plein, quand j'ai dit détruire pour le reconstruire, c'est sur plein d'aspects. C'est-à-dire la psychologie du personnage, dans sa mise en scène, mais aussi dans la série en elle-même, parce que d'habitude, là où Samurai Jack, Samurai Jack, tu peux regarder les épisodes au hasard, tu t'en fous, il n'y a pas de continuité. La dernière saison a une continuité. Donc même narrativement, le principe même de Samurai Jack, c'est une reconstruction totale. Donc moi j'ai adoré cette saison, et vu la qualité j'avais une hype pour la suite de Samurai Jack, et c'est là où Primal est arrivé. C'est à dire que Primal, c'est Tartakovsky qui dit je vous ai fait votre Samurai Jack, est-ce que je peux maintenant m'exprimer moi ce que je veux faire? Je n'en ai plus rien à foutre de Samurai Jack. Mais du coup ce qui est intéressant avec Tartakovsky, c'est que quand il arrive sur Primal, il s'est déjà fait un nom comme vraiment un maître du dessin animé, enfin de l'animation européenne. Il a bercé l'enfance de toute une génération qui aujourd'hui est assez adulte pour voir ses œuvres sous un nouvel angle. Il a plus ou moins réussi à toujours faire les transitions vers les milieux dans lesquels il est allé, parce qu'il a une relative adaptabilité au projet qu'on lui demande de faire. Et donc en fait là, si on vous parle aujourd'hui de sa dernière création en date, qui est la saison 1 de Primal au moment où on enregistre ce podcast, on espère qu'il y aura une saison 2, c'est parce qu'on considère que vraiment l'apogée de sa carrière, le moment où en fait sur Primal il a vraiment pris une maturité. Il est vraiment à l'aboutissement de tout ce qu'il a pu traiter dans ses précédentes œuvres, notamment Samurai Jack. Ouais, tout à fait. Et donc là, on arrive sur une œuvre qui, en 10 épisodes de 20 minutes, donc qui se regarde très rapidement. Moi, je vous l'ai dit, je l'ai vu. En fait, c'est plus court qu'un film de Scorsese. Ouais, complètement. Donc, donc ça se regarde très bien. On est vraiment sur un artiste déjà reconnu qui arrive à sa pleine maturité. C'est ça. Et donc Primal, quand il se lance là-dedans, il y a déjà des partis pris assez forts. Il veut que la série soit entièrement muette.
Comme j'ai dit, on revient aux origines d'Homme, c'est-à-dire que c'est un univers préhistorique. Préhistorique, complètement muet, on revient sur cette sauvagerie, et lui-même dit « Je veux faire un hommage à Conan le Barbare ». Ce qui était déjà énormément le cas dans Samurai Jack. Et effectivement, de toute façon, la voix off qui ouvre le générique de Samurai Jack, c'était le comédien qui fait Mako. Qui fait la voix off de Conan. Donc la voix off de Conan, donc enfin voilà, c'était déjà là, mais là Primal, il voulait aller encore plus loin dans l'hommage à Conan, et c'est là où déjà, j'ai fait une phrase où je dis un peu une bêtise, et du coup, je te tends un perche pour que tu me reprennes, c'est pas tellement un hommage à Conan, c'est surtout qu'il a compris ce qu'est Conan en profondeur, voilà, et il a su le transformer. C'est ça. Alors, pour pitcher rapidement la série, donc comme j'ai dit, c'est pour cette première saison 10 épisodes de 20 minutes, on y suit un homme des cavernes qui perd sa famille dans une attaque de T-Rex, et qui, dans une quête pour sa vengeance, va tomber sur un autre T-Rex qui lui aussi va perdre sa famille aux mains des mêmes T-Rex. Ce qui va donc l'amener à nouer un lien avec ce T-Rex-là, les deux étant liés par la souffrance de la perte de leur famille. La série étant entièrement muette, la question de la communication à la fois se pose et ne se pose pas, dans le sens où ils communiquent par les émotions qu'ils ont en commun et par leur but commun. Et là où donc dans les premiers épisodes leur rapport est un rapport de complémentarité, au sens où ils sont plus forts ensemble donc ils restent ensemble, ce rapport-là entre le T-Rex et l'homme des cavernes deviendra un rapport d'amitié. Ce qui est très intéressant avec la série, c'est qu'effectivement, dans des épisodes très simples, avec à chaque fois un épisode thématique, donc explorant une thématique en particulier sur cet épisode, sans parole, sans beaucoup de personnages, puisqu'on n'a que 2 personnages principaux, et avec à chaque fois quelques personnages secondaires qui apparaissent, mais qui sont toujours des animaux ou des hommes des cavernes vraiment très primitifs, donc qui sont vraiment là pour représenter quelque chose. La série brasse un nombre impressionnant de sujets. Donc là, je vais en lister quelques-uns. Évidemment, on y reviendra plus précisément au fur et à mesure de notre discussion. Ouais. La série est vraiment exceptionnelle quand on le regarde sous le point de vue des étapes du parcours de ces personnages. Donc là, on fait référence à une théorie qui s'appelle le monomythe de Campbell, dans le livre Le héros aux mille et un visages, qui considère qu'en fait, tous les mythes, en tout cas les mythes indo-européens, qu'on connaît, partagent tous une structure commune. Ce serait en quelque sorte le solfège de la mythologie. Le parcours de Primal, on va appeler le personnage principal Primal, ça va être plus simple. je crois que les anglo-saxons l'appellent c'est Spear. Oui, parce qu'il a une lance. Oui, donc Spear. Voilà, appelons-le Spear du coup. Le parcours de Spear est vraiment un parcours qui correspond à ce parcours-là, mythologique tel que le présente Campbell. Donc il va considérer que les parcours de Jésus, les parcours de Ulysse, les parcours de tous les grands héros mythologiques ont une même structure narrative. La série va également brasser des théories psychologiques, notamment la théorie de Carl Gustav Jung, donc il y a un psychologue de la fin du 19e et du début du 20e, qui va beaucoup explorer la notion En fait, il y a un élève de Freud, donc qui vient beaucoup explorer la notion d'inconscient, et qui va considérer que, au fond de nous, on a un inconscient collectif qui fait qu'on a des savoirs enfouis en nous. Mais pour se reconnecter à ces savoirs, on a besoin de se confronter à certaines choses en nous. Donc en fait, en utilisant le principe de l'inconscient de Freud, Jung pousse un pas plus loin en disant « Ok, mais à quoi on a besoin de se confronter dans cet inconscient pour être complet, en quelque sorte ?» C'est quelque chose qu'on a déjà abordé dans le Analytics, donc je passe rapidement dessus. La série et le parcours de Spear va lui aussi s'intéresser à énormément de concepts jungiens. Et enfin, et c'est là que donc, je raccroche les wagons avec Conan, la troisième grosse inspiration de Tartakovsky, à part Campbell et Jung, c'est, selon moi, Nietzsche, donc Friedrich Nietzsche, qui est un philosophe du 19e, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, sûrement pour les mauvaises raisons, parce que c'est souvent le cas, malheureusement, parce que c'est en gros, si les ados de 14 ans et les nazis ont un point commun, c'est qu'ils ont mal compris Nietzsche. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, donc on le comprend souvent comme un auteur très bourrin, qui serait juste contre tout, contre la société, contre la morale, contre machin. C'est vrai. Mais c'est un peu plus intelligent que ça. Et en fait, Tartakovsky a été très marqué par Conan. Tartakovsky est quelqu'un de très réflexif et intelligent sur les œuvres qu'il regarde.
Il a donc vu que Conan était, dans la manière dont Milius l'a réalisé, en fait très inspiré par Nietzsche, par les théories de Nietzsche. De toute façon, moi je me défie qui que ce soit. Si vous tapez John Milius dans Google, si vous tapez John Milius dans Google, j'ai du mal à imaginer qu'au bout de 2 minutes, vous ne découvrez pas son lien avec Nietzsche, quoi. Donc effectivement, souvent quand t'es fan de Conan, le lien avec Nietzsche tu le fais facilement. Et puis après, n'oublions pas que le film Conan le Barbare s'ouvre sur une citation de Nietzsche. Donc oui, le lien Nietzsche-Conan, on le sort pas de notre chapeau, quoi. Il vient de quelque part. Alors on me dit dans l'oreillette que ce ne serait pas un T-Rex mais un Carnotaur. D'accord. Donc du coup voilà, donc ce n'est pas la T-Rex mais la Carnotaur qui accompagne. Très bien. Voilà. Dans ce cas, les fans de Jurassic Park et les pros, les fans de Crétacé nous excuseront, hein, voilà. sachant que de toute façon à la base c'est un homme des cavernes qui est en contact avec un dinosaure, donc c'est à la base. Partir de là. Partant de ce principe, si tu veux, que ce soit un Carnotaur, un T-Rex ou une dinde, si tu veux, genre. C'est juste pas un T-Rex, c'est tout. D'accord, bon bah Très bien. Grau, on va l'appeler Grau. Voilà. Donc Pierre et Grau. Pierre et Grau. En tout cas, voilà. Donc là, il y a un lien qui a été tissé, c'est-à-dire que quand on parle de Joseph Campbell et du monomythe, forcément, il y a un lien avec Jung, parce que Campbell parle beaucoup de Jung et parce que les deux se nourrissent et se répondent, et voilà. Et effectivement, quand on me dit que c'est un hommage à Conan, il faut comprendre ce qu'implique le Conan de Milius. Et c'est là où Alexandre faisait le lien avec Nietzsche. C'est ça, et donc du coup c'était pour expliquer un petit peu le parcours théorique qui nous amène à penser tout ça. Et donc le parcours de Conan, c'est le parcours de quelqu'un qui, au fur et à mesure de son évolution, s'affranchit de toutes ses chaînes. D'abord physique, c'est un esclave qui redevient libre, puis de ses attaches à la société, puis de ses attaches à la morale, et enfin de ses attaches à toute forme d'attente, en fait, de toute forme de croyance. C'est vraiment le parcours tel que Nietzsche considère ce qu'il appelle un surhomme. Donc le surhomme, c'est pas quelqu'un, le surhomme c'est un idéal qui est construit par Nietzsche, qui est ce vers quoi ceux qui en ont la force doivent tendre, c'est-à-dire l'idée que on doit vraiment s'émanciper de toutes nos chaînes, de toutes nos croyances pour pouvoir pleinement nous développer, en fait. Au travers de cette idée-là, il y a beaucoup de thématiques qui sont traitées, mais en fait le personnage de Conan est assez proche sur ce plan-là des personnages, notamment de King Kong, ou donc que ça soit dans la version originale ou dans la version Peter Jackson, du personnage de Beowulf dans le Beowulf de Robert Zemeckis dont on a parlé dans l'épisode sur Sylvester. C'est ça. Et également d'une certaine manière de certaines thématiques qui sont présentes dans le Predator de John McTiernan. C'est ça. Tous ces personnages-là, en fait, ne se placent pas dans des notions de bien et de mal. Ils sont pas dans des notions de s'accrocher à la société, d'être exclus, etc. Ce sont des personnages qui ont ce que j'appellerais une espèce de noblesse sauvage et barbare, dans le sens où ils sont en dehors de la société, donc ils sont en dehors de la morale, ils sont en dehors de ce qu'on considère en société comme étant bien et mal, comme étant une bonne chose à faire, une mauvaise chose à faire, comme étant ça c'est de la politesse, des enjeux sociaux, etc. Ce sont des personnages qui ont juste une force profonde en eux, mais qui sont pas pour autant bêtes, ou qui sont pas pour autant complètement omnubilés par la violence. Ils ont cette espèce de noblesse première, sauvage, d'être capables de faire preuve de violence quand il y a besoin de le faire, quand ils ont besoin de... En fait, quand la violence est un moyen pour eux de maîtriser leur environnement, d'avoir plus de puissance sur leur environnement, mais ils sont aussi capables de s'émerveiller devant un coucher de soleil. Et ils sont capables de vraiment comprendre une relation humaine profondément. Le personnage de King Kong là-dessus est très très touchant. Dans les versions de Peter Jackson, ça me brise le cœur. Ah oui. Enfin, ça touche en plein cœur, quoi. Parce que voilà, le personnage de King Kong, il est capable de vraiment se mettre sur son trône et admirer son paysage. Il y a des moments où il est capable de rire, mais il est aussi capable parfois de dire non, c'est pas le moment, là c'est beau, là il y a de la poésie, là le soleil se couche, c'est beau, donc c'est le moment où on admire. Mais il est aussi capable de faire preuve de violence quand il en a besoin. Voilà. Et en fait, cette espèce de personnage noble dans le fait qu'il n'est pas social, c'est vraiment quelque chose profondément de Nietzsche, en fait, qui vient de Nietzsche.
Et c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé, bon déjà en philosophie ça a beaucoup marqué, mais le concept de surhomme nietzschéen, donc qui est cette personne qui s'est complètement émancipée ou qui n'a jamais été dans la société et qui du coup a vraiment cette noblesse d'être son propre maître de son environnement, fort mais à la fois pas clément par obligation, mais c'est juste que voilà, il est au-dessus de ça en fait. Ouais. Mais naturellement, il l'est de lui-même, il l'est par nature, il est fort par nature, mais il est aussi clément par nature. Il est juste lui-même complètement libéré ou n'a jamais été dans toute chaîne et beau en cela en fait. Ben ça c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup inspiré énormément d'écrivains et énormément de réalisateurs. Et du coup il y a vraiment tout un pan du cinéma qui s'intéresse à ces figures-là, qui sont des figures vraiment en dehors de toute logique morale ou chrétienne, qui jalonnent l'histoire du cinéma dans l'idée de complètement s'émanciper. C'est souvent vu comme une apologie de la violence. Quand c'est mal écrit, ça l'est. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, c'est que voilà, les bons auteurs qui ont bien compris Nietzsche font en général des films violents, mais violents parce que c'est en fait, le personnage doit se libérer de la société et est violent. En fait, mais par nature, mais sans être méchant, tu vois, c'est pas de la violence méchante, c'est... mais de toute façon, la question de la violence, je pense que ça vaudrait le coup qu'on fasse aussi un podcast sur ça. Ouais. Sur... apologie de la violence. C'est pas... Enfin, je pense qu'on peut se poser ces questions-là à un moment dans notre vie. Est-ce que c'est de l'apologie de la violence, machin ? Et je pense qu'il y a un moment où c'est putain ça la question. Non mais voilà, mais c'est des critiques qu'on fait souvent, mais qui sont pas très justifiées. Mais... C'est ça. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que dans les personnages... donc oui, Primal est très très violent. Voilà, on vous prévient. Voilà, Primal a des scènes très crues, mais il est dans cette continuité de personnages nietzschéens en fait, que ça soit King Kong, Beowulf ou Conan. Ouais. Et Primal est vraiment enfin du coup Spear dans Primal est vraiment pour moi un personnage qui est vraiment la somme de toutes ces réflexions là. Il vient vraiment après tout un pan de cinéma depuis 50-60 ans qui se pose cette question du personnage. De Nietzsche en fait, de ce surhomme qui n'a aucune chaîne et qui par nature est noble. Et Spear c'est vraiment ça, dès le début, dès les premières images. Il a cette espèce de recul sur la vie, il est très violent quand ça lui permet de continuer à vivre. En fait c'est vraiment que des pulsions de vie qu'il a. Ouais. Il est là pour vivre, il est là pour ne faire qu'un avec son environnement. Quand son environnement est beau et calme, il est capable de l'apprécier et de voir de la poésie dans ce monde-là. Quand son monde est dur et violent, il est capable d'être dur et violent pour s'en sortir. Il n'a pas de chaîne. Ouais. Et il est déjà très beau là-dessus. Mais ce qui en fait du coup un personnage encore plus proche de ces figures-là, de King Kong, de Conan, etc., et de Beowulf, c'est que en se libérant de tout ça, on en revient en fait à quelque chose de très basique. On en revient aux instincts de l'homme en fait. Ouais. C'est-à-dire, quand on a oublié la société, quand on a oublié la morale, quand on a oublié Dieu, quand on a oublié tout ça, ce qui reste, c'est des instincts humains profonds, basiques. Mais les instincts humains... primaires. Ouais, primaires, primal, c'est ça. Ouais. Non, oui. C'est des instincts primaires. Et ce qui est beau avec des instincts primaires, c'est qu'ils peuvent être tout à fait nobles, comme Spear le montre, mais ils sont aussi... C'est universel, en fait. Et on les partage avec les animaux. Et ce qui est très beau dans la série, c'est que la relation entre Spear et Grau, du coup, donc le pas T-Rex, mais le Carnotaure est vraiment fondé sur leur souffrance commune d'avoir perdu leur famille. Ouais. Et il y a plusieurs moments dans la série où on voit les animaux vraiment souffrir ou au contraire être contents. Et tous les personnages ne communiquent que par leurs émotions et par le fait qu'il y a une universalité à l'émotion en fait. La souffrance, c'est la souffrance. Et t'as pas besoin de comprendre l'autre, t'as pas besoin d'être à sa place, t'as pas besoin de... La souffrance, c'est touché par ça. C'est pour ça que dans les films, souvent, quand on dit « Ah oui, mais ce personnage-là, j'ai du mal à comprendre... je suis pas sûr de pouvoir avoir de l'empathie pour un personnage comme ça. » Mais en fait, si, la souffrance, c'est de la souffrance, point. Et c'est très beau dans la manière dont c'est montré. Et sur ce que tu dis... Primal le fait de manière assez géniale. De toute façon, là, à un moment, on fera une espèce de petite liste de chaque épisode, quelles thématiques ils peuvent traiter. Mais il y a un épisode complètement fou sur le deuil, où forcément, là, on peut que être touché par ça. Je pense à l'épisode 3, en fait, avec les mammouths. Ça, que tu sois un mammouth, un carnotaure ou un humain, le deuil, c'est le deuil. La tristesse, l'abandon, c'est l'abandon. Voilà. La peur de la mort, c'est la peur de la mort. Et le besoin de faire un deuil, il est important pour tout le monde. Et en fait, ils communiquent tous par les émotions.
C'est ça. Et c'est pour ça que du coup, donc pour conclure un peu sur ce point-là, sur l'aspect niche en tout cas déjà, bah voilà, c'est vraiment la somme de tout cet aspect du cinéma-là sur Homme. Il replonge dans ce qui fait la force d'un film comme King Kong, qui est l'universalité des émotions. Ouais. Et il le fait surtout j'allais dire de la meilleure, mais peut-être même de la seule manière possible, c'est-à-dire par le muet. Du coup là je te relance, ouais, mais... c'est ça, c'est-à-dire que donc à partir de là, du coup, si à ce moment-là du podcast, nous on vous recommande forcément, si cet aspect-là vous a intéressé, plongez-vous dans le Conan de Milius. Revoyez le Predator de John McTiernan qui d'une certaine manière avec un début de film où c'était pas gagné, et ben il arrive avec sa mise en scène à quand même tendre à ça. Le Beowulf de Zemeckis et le King Kong de Peter Jackson. Ouais, le Gai Savoir de Nietzsche au passage du coup. Et du coup en lecture le Gai Savoir de Nietzsche qui vous permettra de plonger ce thème-là. Et là où Primal, comme l'a dit Alexandre, là où Primal nous a aussi foutu une belle claque, c'est que selon nous, la meilleure façon de faire passer autant de messages comme ça, mais de manière... Parce que c'est pas dit en fait, c'est pas livré sur un plateau d'argent, c'est pas de l'intellectualisation pompeuse. Parce que ça serait tellement complexe. Si tout ce qu'on vient de dire là, la série devait le dire, la série serait chiante et lourde et pompeuse. C'est un cauchemar. Et Primal, donc comme on l'a dit, c'est le muet. Et pourquoi le muet ? C'est le meilleur médium à la limite pour faire ça. Alors, faut revenir à la source même de ce qu'est le cinéma, et aussi, va falloir peut-être remettre en question votre rapport au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conditions pour comprendre notre propos. Et c'est là où... Juste, on parle d'une série d'animation qui fait 3 heures, tu vois, genre c'est ça. Pour te dire l'intelligence du truc. Exactement, non mais exactement. Ah ouais, non mais ça... Moi, ça m'a fait un plaisir fou. C'est-à-dire qu'on m'a tellement saoulé avec des tas de séries. Aujourd'hui, des séries, il y en a je ne sais combien. À chaque fois, on me dit regarde celle-ci, regarde celle-ci. L'épisode, il fait 1 heure, ça m'a fait chier. Bah là, voilà. Là, en 3 heures, en mieux en animation, le mec t'explique super bien Nietzsche, il t'explique super bien Jung, Campbell, l'histoire du cinéma. Tout à fait. Donc, comme je le disais, pourquoi le muet est sans doute la meilleure méthode de narration pour ça. Va peut-être falloir remettre en question votre rapport au cinéma dans ce que je vais dire. Il y a plusieurs conditions pour comprendre ce propos-là. Mais voilà, je vais tenter de me lancer là-dedans parce que c'est assez complexe et j'ai pas la force de synthétisation de mon ami. Mais en gros, moi je suis très très fan d'un critique de cinéma qui s'appelle Jean-François Tarnowski, qui a notamment écrit pour des magazines comme Starflix, qui a été prof à l'ESRA aussi. Professeur du grand Stéphane Moïsiakis. Exactement, exactement. Et... Jean-François Tarnowski, en fait, il s'est démarqué sur plusieurs sujets et il est notamment connu pour un gros conflit qu'il a eu avec Christian Metz et pas mal de gens des cahiers du cinéma, de manière générale, parce que là où les cahiers du cinéma étaient à un moment branchés très nouvelle vague, donc la nouvelle vague, je suis pas la meilleure personne pour en parler parce que je vais en dire beaucoup de mal, donc je vous... la nouvelle vague, on entend par la nouvelle vague les cinéastes des années 60 en France qui ont vraiment changé la manière de concevoir les films et de les penser. Notamment, Truffaut, Godard en tête de liste, il y en a plein d'autres, et c'est une manière d'aborder le cinéma, et les cahiers du cinéma étaient très friands de ça. Là où Jean-François Tarnowski a dit, mais moi ce qui me pose problème dans tout ce que vous théorisez, c'est que vous rapprochez le cinéma d'un art littéraire, vous le rapprochez de la littérature, là où pour Jean-François Tarnowski, le langage du cinéma se rapproche beaucoup plus du langage musical. Et il peut prendre des tas d'exemples, ne serait-ce qu'un plan fixe de cinéma muet, un Chaplin, ça marche grâce au tempo comique de la scène. Donc il y a une notion de rythme. Et après, quand tu auras le montage, quand on va commencer à cutter, cette notion de rythme et de musicalité des images, elle est cruciale. À cela, Jean-François Tarnowski, il dit « Ok, c'est important pour ces raisons-là. » Bon ok, en gros là je suis en train de vous dire, bien mettre en scène son film c'est important. Bon ça oui, on le sait, mais pourquoi ? Pourquoi ça l'est ? C'est là où il rajoute du Jung. Donc, comme l'a dit mon camarade Jung, il y a cette notion d'inconscient collectif, donc il y a cette notion d'archétype, et il y a cette notion de force évocatrice des archétypes. Ouais, voilà, donc par archétype, en fait, c'est l'idée que comme on a tous une même base dans notre inconscient en tant que culture, en tant que société, il y a des histoires à la base de notre société, en fait. Notre société, elle a sa base, il y a des histoires, il y a des personnages. Et du coup, ces personnages dont on a tous
plus ou moins entendu parler et qui sont à la base de notre manière de penser, c'est ce qu'on appelle un archétype. Donc je prenais l'exemple de Ulysse ou de Jésus ou de plein d'autres personnages, hein, mais qui sont un archétype au sens où leur parcours, leurs enjeux, ce qu'ils sont en fait nous est tous connu, parce que c'est à la base de notre culture, de notre manière, nous en tant que personne, de nous comprendre, de comprendre la société dans laquelle on vit. C'est ça. Et du coup, comme il a cette grille de lecture-là du cinéma qui, moi, me touche, il peut donner des analyses que je considère être hyper pertinentes. Celle que j'aime bien, c'est la scène de Duel. Donc Duel, c'est un film de Steven Spielberg où vous allez suivre pendant 1h30, c'est que ça le pitch, vous allez suivre pendant 1h30 un automobiliste qui se fait poursuivre par un camion. On ne saura jamais qu'est-ce que lui veut le camion, on ne saura jamais pourquoi, c'est juste ça l'histoire. La grande question, pourquoi le film est prenant ? Pourquoi on le regarde jusqu'au bout ? Pourquoi on est pris dedans ? Et c'est là où il décortique la mise en scène et on se rend compte que c'est juste admirable. Et cette mise en scène, elle nous évoque en nous un viol. C'est-à-dire que le moment où le camion s'en prend à l'automobiliste, non, ce n'est pas dit. Non, Spielberg fait pas une analogie, il fait pas une comparaison. C'est pas ce qu'on dit. On dit que inconsciemment, t'as subi un viol. Donc tu veux savoir où ça va t'amener tout ça. Ça, c'est une grille de lecture du cinéma qui, du coup, me parle énormément. Ce qui fait que quand je me retrouve devant Primal, y a un autre aspect de Jung aussi qui est important à préciser, c'est que du coup, quand on a cette vision-là du cinéma, Jung disait que les récits, si les archétypes sont bien faits, si le récit a un propos et va jusqu'au bout, et donc par corollaire, si la mise en scène de ton film est bien faite également, si on suit Jung et Tarnowski, le processus d'un bon récit est un processus un peu alchimique, quoi. C'est-à-dire que on est censé être changé. C'est-à-dire que tout fait partie d'un long processus. C'est-à-dire que quand on commence à analyser un film, si on commence à analyser la trilogie Matrix, il faut prendre les 3 films. Il faut prendre chacun des archétypes et comment ils se répondent et qu'est-ce qu'ils développent. En fait, pour quelqu'un qui connaît pas trop l'alchimie, ce qu'on veut juste dire, c'est que à la base de l'alchimie, tout le monde connaît, c'est transformer le plomb en or. Exactement. Et en fait, ce qu'on entend par transformer le plomb en or, c'est quelle est la manière de rendre une chose dans son état le plus parfait, le plus abouti. C'est ça. Et d'une certaine manière, comme au fond de nous, pour reprendre un petit peu ce qu'on a dit, comme au fond de nous, on a des mythes, on a des archétypes, il y a certaines choses qu'on a déjà au fond de nous, en fait. Certaines images vont nous évoquer ces mythes et ces idées qu'on a déjà en nous dans notre inconscient collectif. Et du coup, ça va nous amener à mieux nous comprendre nous-mêmes. Et c'est là, en fait, que c'est de l'alchimie, au sens où, du coup, on devient une version plus aboutie de ce qu'on est déjà. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que Primal est complètement muet. Et du coup, en tant qu'il est complètement muet, tout n'est qu'évoqué. C'est que cette image-là, ça me fait penser à ça, ça me fait ressentir ça, j'ai l'impression... C'est ça. Je vois, en gros, on projette des choses dessus. C'est juste une image qu'on voit. C'est sans parole, sans rien. Mais au fond de nous, il y a des savoirs, il y a des archétypes qui font qu'on y met plus que ce qu'il y a. C'est ça. Ce qui fait que dans la série, avec tout ce que je viens de vous dire, évidemment, moi je me prends une baffe dans la gueule quand je constate que dès l'épisode 1, notre personnage, c'est le fantôme de sa femme qui va lui donner, il est sur le point de se suicider après avoir perdu sa famille, et c'est les fantômes de sa famille qu'il voit à travers le soleil, c'est ça qui va lui donner la motivation de résister. Donc le soleil est déjà un symbole fort. Dans l'épisode 2, il va devoir réapprendre à communiquer. L'épisode 3, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un épisode complet sur le deuil et l'importance du deuil. Dans l'épisode 5, il y a la ritualisation de la violence. L'épisode 6, c'est un passage à la caverne. Pas dans un sens platonicien. Ouais, passage à la caverne dans le sens où j'ai dans le sens Joseph Campbell. Dans le sens où le héros doit passer par là pour pouvoir, d'une certaine manière, renaître. L'épisode 7, il va être confronté au fait qu'il n'est qu'un corps et que matière. L'épisode 8, il y a un analytique sur le sujet, sur la synchronicité, où on développe assez bien cet aspect-là. L'épisode 9, ils seront confrontés à leur dernière ombre. Pour l'épisode 10, comprendre ce qu'est une narration, c'est quoi un récit, c'est à quoi sert le langage, et d'une certaine manière se réconcilier, mais derrière reperdre son féminin sacré. En fait, on parle de choses qui sont très grosses, très complexes. Donc là, forcément, ça donne. Si on connaît pas, ça apparaît assez écrasant. C'est pour ça. Donc, quand au début de podcast, je disais que on y va de manière large et il faut creuser derrière. Là, tout ce que je viens de citer,
ce sont des choses qu'on retrouve chez Carl Gustav Jung. Donc ce sont des choses qu'on retrouve dans la mise en scène de Primal, si on a une vision du cinéma, comme je l'ai évoqué, à partir de Tarnowski. C'est ça que je voulais dire. Mais du coup, en fait, pour en quelque sorte résumer et comprendre pourquoi on aime à ce point Primal et pourquoi on considère que c'est vraiment une somme. Si on se base sur la conception selon laquelle, dans le cinéma, le but, c'est que on fasse ressentir des choses au spectateur pour que ça lui évoque des connaissances qu'il a déjà au fond de lui parce qu'il est le produit d'une culture et d'une société, donc la pensée de Tarnowski, à ce moment-là, Primal va vraiment réunir tous les aspects que d'autres films et œuvres culturelles avant lui ont pu développer en faisant une somme et en le présentant dans sa forme la plus épurée, la plus simple. Parce que là, on dit plein de choses complexes, mais la série, elle se regarde hyper facilement. Elle est très simple. Parce qu'en fait, tout ça, c'est évoqué, vous n'avez pas besoin d'y penser. C'est de l'ordre du sentiment. Le souci, c'est qu'il y a une certaine brutalité qui peut choquer les enfants, mais hormis cette grande violence, c'est du grand Tartakovsky. Les gamins peuvent voir, les gamins peuvent regarder et tout comprendre. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vous dit, c'est assez dur parce que on essaye de mettre des mots sur des choses qui sont de l'ordre du ressenti et des émotions. Exactement. Et c'est pour ça que le muet est parfait, parce que en fait c'est comme le Tao dans le taoïsme, c'est-à-dire que plus tu essayes d'en parler, moins tu y arrives. Et du coup, là on parle vraiment de plein de choses. Donc avec Nietzsche, avec Jung, avec Campbell, avec Tarnowski, on parle de choses qui en fait, ça paraît hyper complexe quand on vous en parle, mais ça se ressent. Et ça se ressent hyper facilement, et c'est évident au moment où on est devant et on le voit. Mais du coup, Primal, sa force, c'est d'être capable de, dans quelque chose de très court et de très simple, réunir vraiment ce qui fait le cœur de toutes ces réflexions. Et pourquoi on a choisi ces trois auteurs-là? Pour montrer à quel point Primal est riche de compréhension, donc Campbell, Jung et Nietzsche, c'est qu'en fait les trois, sous un certain angle, disent la même chose. Nietzsche, son truc, c'est de se libérer de ses chaînes, et il est le premier à considérer que la musique est très importante, au sens où en fait ce qui compte, c'est la manière dont on va ressentir les choses. Campbell, c'est le parcours d'un personnage qui, au fond de nous, on le connaît déjà ce parcours, et on sait qu'il va être amené à se remettre en question et à se libérer de ses chaînes aussi. Et Jung, c'est quelles sont les choses auxquelles je dois me confronter au fond de moi pour être complet à nouveau, et d'une certaine manière me libérer de mes chaînes aussi. C'est ça. Et du coup, dans la figure de Spear dans Primal, on a vraiment la forme la plus ludique, la plus simple, la plus compréhensible, la plus symbolique, la plus épurée d'un personnage qui porte toutes ces notions. Le surhomme de Nietzsche, le monomythe de Campbell, l'inconscient de Jung, tout est là, mais tout est là d'une manière tellement évidente que c'est une super introduction à tout ça. Et le pourquoi c'est tellement évident et pourquoi c'est tellement fluide, c'est là où Tarnowski arrive, quoi. C'est là où Jean-François Tarnowski est utile, parce que la mise en scène, elle est d'une efficacité. Donc l'épisode d'Analytics, on s'attarde sur le 8, notamment avec la synchronicité, le symbole du papillon rouge, et comment les liens qu'on peut faire aussi avec un autre cinéaste comme Guillermo del Toro. Ouais, voilà. Et Guillermo del Toro fait partie des cinéastes préférés de Tartakovsky. Donc si vous vous rappelez plus, vous n'avez pas écouté l'analytique, la synchronicité, c'est juste que souvent après un événement traumatique, on a tendance à s'attarder sur des petits détails. Et du coup, quand on va revoir ces détails, ça paraît être une énorme coïncidence et on va y mettre beaucoup de sens en fait. C'est ça. Et exactement. Du coup, par exemple, si au moment d'un événement traumatique il y avait un papillon rouge, si on revoit un papillon rouge, d'un coup on va faire le lien en fait. Tout à fait. Et voilà quoi, donc donc Primal, ça a été, en tout cas moi dans ma consommation de séries actuelle, tout ça, ça m'a fait énormément de bien d'avoir, émotionnellement, je le rapproche aussi, il y a beaucoup d'œuvres qui m'ont fait ça ces derniers temps, paradoxalement, et là je pense à Breath of the Wild, d'avoir cette espèce de narration sereine, qui prend son temps. Oui, parce que c'est à la fois violent et très calme. C'est très calme, paradoxalement, mais... j'ai pas souvenir d'avoir vu un truc aussi brutal depuis longtemps. Mais parce que quand on vous dit que c'est brutal, ça l'est. Mais en fait, pourquoi c'est capable d'être à la fois calme et très violent? C'est qu'en fait, la violence, elle est ni bonne ni mal. C'est-à-dire qu'elle est nécessaire en fait. Quand elle est nécessaire. Point. Et du coup, quand il faut être violent, il l'est, et il l'est beaucoup. Mais derrière, s'il a pas besoin d'être violent, mais c'est quelqu'un de très calme et poétique, quoi. Tout à fait. Puis après... après on me dit que c'est super violent, mais moi je l'aborde un tout petit peu dans l'épisode sur Mel Gibson, c'est un sujet qui t'intéresse aussi, c'est que nous on pense qu'il y a aussi des facettes de violence.
Il y a des épisodes où quand même je me suis surpris. Il y a des fois où ça défouraille. Hein. Ouais, il y a des fois où tu tournes un peu de l'œil, quoi. Tu dis, oula, ça c'est vraiment. Et il est très fort mal là-dessus. pour eux. Ouais, t'as vraiment mal pour eux. Puis t'as d'autres fois où, bon, on va pas se mentir. Quel bonheur. Quand il se fait des points américains là, avec des scarabées. Et en fait, c'est là où. Quel bonheur. C'est clair. C'est là où justement le fait de revenir à la nation du surhomme et Nietzsche, c'est hyper intéressant parce que c'est lui qui théorise ça. En fait, c'est pas la violence c'est bien ou la violence c'est mal. C'est du point de vue de quelqu'un, de mon point de vue, si tu veux, quand je vis, il y a des choses qui m'empêchent de vivre et il y a des choses qui me permettent de vivre. Et si les choses qui m'empêchent de vivre me restreignent complètement, me bloquent complètement, et que la violence, c'est le moyen pour moi de me libérer de mes chaînes et de me libérer de ces choses-là qui m'empêchent de vivre, la violence, c'est pas qu'elle est justifiée ou pas, c'est que la question se pose pas, c'est qu'en tant qu'être vivant, je me bats pour vivre. Ouais, c'est ça. La violence, elle est problématique quand elle amène la mort et quand elle est, je vais dire pas justifiée, mais c'est pas ça, mais c'est quand elle s'applique sur les autres sans que ça soit pour ton propre bienfait en quelque sorte. C'est ça. C'est pour ça que la violence de l'État, par exemple, c'est quelque chose auquel Nietzsche est très opposé parce qu'en fait, il n'y a pas d'être vivant qui profite de ça. Ouais, tout à fait. Lui, il est vraiment au niveau de ce que te montre très bien Primal, qui est, on est dans une nature sauvage dans laquelle la violence, c'est pas bien ou mal, c'est pas justifié ou pas justifié, c'est on en a besoin pour vivre. Mais si on peut s'en passer, on s'en passe. Mais si on en a besoin, on en a besoin. Quoi. Est-ce que du coup, Primal, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas aussi... le titre de série le plus sincère dans le sens où quand je t'ai tendu la perche sur le fait que oui on revient sur des besoins primaires mais j'ai aussi l'impression qu'on revient à la source même de ce qu'est une histoire. C'est ça. Et c'est pour ça que l'épisode alors du coup je vais m'attarder là-dessus parce que sinon je vais être trop vaseux, mais moi dans un des trucs qui m'a beaucoup touché dans l'épisode 10 dans le dernier épisode, donc le dernier épisode il rencontre ce personnage féminin qui vient d'un autre territoire, ce personnage a des chaînes, donc c'est quelqu'un qui a été esclave, donc on comprend que ce personnage féminin vient d'ailleurs, et d'un coup elle va se mettre à parler. Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que ce soit une langue complètement fictive et qui te met pas de sous-titres, parce que ça m'aurait brisé le cœur. Dire putain, faire parler quelqu'un, non, ça aurait pas été le sujet. Puis la première fois qu'elle prononce un mot, t'as un vrai choc. Ah ouais, t'as un vrai choc. Bah oui, parce que on l'a peut-être pas assez précisé, mais c'est une vraie expérience sensorielle, Primal. Ouais. Si vous enchaînez la série d'un coup, oui, entendre quelqu'un parler, ça vous fait vraiment bizarre, parce que vous revenez à ces besoins primitifs vous-même. Et ça, c'est un bonheur de spectateur incroyable. Et donc, quand elle se met à parler, j'étais très content que c'était un faux langage, que en fait, ce qu'elle dit en soi, on s'en fout. Et à un moment, elle prend un bâton sur la plage pour dessiner ce qui lui est arrivé. Et je me disais, est-ce que le cœur de la série, il est pas là ? Est-ce que le cœur dans la série, il est pas moi, là, avec Primal, je veux te reconnecter avec ton ancêtre qui existe, qui a été dans ton code génétique, qui à un moment a fait des dessins dans une caverne et qui avec l'oscillation du feu pouvait les faire bouger moi j'avais vraiment ce sentiment là avec Primal et je me suis dit putain mais c'est, tu vois, pas plus tard qu'hier, désolé les gens on parle de notre vie privée comme ça, non pas plus tard qu'hier en fait avec Alexandre on se disait que de temps en temps quand t'es un artiste c'est important de revenir sur tes fondamentaux et sur tes bases. Là il l'a fait mais à l'extrême. Mais, c'est ça. Mais du coup effectivement c'est bien vu, ça peut être une bonne conclusion d'ailleurs. Primal, donc primaire, ça c'est vraiment très bien un nom qui est extrêmement bien choisi parce que du point de vue de la manière de raconter une histoire, c'est la forme la plus basique mais du coup en même temps la plus riche, la plus... sur le langage du coup. C'est pas simpliste, c'est ça le truc, en fait c'est simple dans le sens où c'est vraiment la base la plus épurée mais en cela, du coup il n'y a pas de fioriture, c'est vraiment ce qui dit le plus de choses. C'est le cœur de ton langage en fait c'est vraiment ça qu'il faut comprendre je pense dans la narration, dans le cinéma etc, c'est que souvent on a l'impression que plus on en fait, plus on rajoute de choses. C'est un peu la logique Nolan, si je fais un truc très complexe, je vais donner plein d'infos. Mais en fait, quand on veut raconter une histoire, plus on dit de choses, plus on perd ça en fait. C'est quelque chose de très simple, de très difficile à toucher une histoire en fait. Et plus on la complique, c'est comme si on mettait des œillets en fait dessus, on la perd. Et là, du coup, Tartakovsky est très très fort dans le fait de... En fait, c'est comme s'il avait trouvé le code de base. Il a craqué la formule. Ok, une histoire, la base fondamentale d'une histoire, c'est ça.
James Cameron avait réussi à faire un peu ça aussi avec Avatar, où tout le monde dit c'est simpliste, on a déjà vu ça 1000 fois, alors que non, c'est juste qu'en fait c'est la base de ce que c'est une histoire fondamentalement au sens mythologique. Et Primal, là aussi, c'est une histoire, c'est ça, c'est rien de plus. Si tu rajoutes des choses, tu perds des informations. C'est Primal au sens de revenir aussi à ses instincts primaires, qui peuvent être nobles, de Nietzsche, faut se libérer de tous les biens, le mal, le machin, on est juste des instincts, et qui veulent dominer. Mais ça peut être noble, ça peut être beau, il y a une forme de noblesse à ça. C'est Primal au sens de aussi dans à l'intérieur de nous ce qui se passe, dans les conflits qu'on a, parce que le principe fondamental de Jung, c'est que nous, ce qu'on est en tant que personne, c'est juste une tentative de se différencier de cet inconscient collectif, en fait. Il y a cet inconscient collectif, et nous, notre personnalité, c'est notre tentative de dissociation de ça. Ouais, mais en fait, ça implique des combats par lesquels tout le monde passe. Se confronter à son ombre, se reconnecter à ce que lui appellera de manière maladroite à cause de son époque, le féminin sacré ou le masculin sacré. En fait, c'est juste se reconnecter à une part de nous qu'on a perdue, ce qui implique pour ça de se reconnecter à ses émotions, de se confronter à sa part d'ombre. Il y a une théorie etc. sur la bicaméralité, c'est-à-dire le cerveau séparé en deux. Voilà, gauche et droite. Voilà, donc on s'attarde pas si dessus. vous n'avez pas envie de genrer ça, vous pouvez dire hémisphère gauche ou hémisphère droit. Voilà, tout à fait. Les attentes rationnelles ou les attentes émotionnelles, pour le dire vite. Mais voilà, il y a tout ça. Là aussi, en fait, c'est Primal au sens... Ok, le héros, il a ce parcours-là, mais il ressent quoi quand il fait ça? En fait, il ressent des trucs très basiques par lesquels on passe tous, qui sont se reconnecter à nos émotions, faire le deuil de certaines choses, apprendre à calmer notre colère, se confronter à notre ombre, se reconnecter avec des parts de nous qu'on a oubliées, tout ça. Et ouais, en fait, c'est ça, Primal, c'est la base, c'est le 101. C'est-à-dire que souvent avec Roman, on se dit, si on devait garder un film dans l'histoire du cinéma, ce serait Avatar. Parce que tout le cinéma est dans Avatar. Tu peux reconstituer tout le cinéma à partir d'Avatar du point de vue théorique, mais en plus, c'est la base de tout, en fait. À partir de là, tu peux tout faire. D'une certaine manière, avec Primal aussi, en fait. C'est d'une certaine manière, Primal, c'est aussi, ok, s'il faut commencer quelque part, c'est par Primal. Tout est là. Et en même temps, c'est aussi par là où tu dois finir. Parce qu'il y a toute l'histoire du cinéma qui est comprise. Et c'est pour ça que j'avais insisté pour que tu regardes, parce que je m'étais dit, ça va être trop marrant, parce que comme moi, il va s'attendre à un nouveau Conan. Et en fait, c'est un nouveau Avatar. Ouais, non, mais c'est ça. Et du coup, c'est très impressionnant, en fait, de la part d'un... Alors nous, on n'a pas ces clichés-là, mais... Non, mais ça peut l'être pour certains, justement. Parce que, on va pas se mentir, nos parents écoutent ça. Voilà. Et du coup, on s'adresse à une génération de gens qui est moins habituée à l'animation et qui, du coup, voit souvent ça comme un truc d'enfant. Si vraiment une série doit vous convaincre que l'animation est capable de faire des choses extrêmement profondes, extrêmement intelligentes, extrêmement adultes, c'est Primal. Et si une série doit vous initier au parcours d'un héros, à la théorie jungienne, à Nietzsche, c'est Primal. Tout à fait. Bah voilà, on l'a fait. On l'a fait en moins d'une heure. Non mais fier de nous, franchement, on avait parié. 47 minutes là je vois sur le compteur, donc on n'est pas loin. Donc du coup, si on pouvait vous conseiller, parce que là c'est un épisode qui est assez dense, assez théorique. On s'en excuse. On voulait le faire parce qu'on pense que si c'est des choses qui vous intéressent, il y a peut-être des pistes qu'on a pu vous donner et on vous conseille de commencer par Primal. Ouais. On va se permettre juste un point de t'as super bien, ouais, c'est ce que j'allais dire, t'as super bien synthétisé, alors autant faire des recommandations. C'est ça, donc alors pour Joseph Campbell, on conseille L'homme aux mille et un visages et la puissance du mythe. C'est ça. Qui parle pour l'un de c'est quoi le parcours d'un héros, pour l'autre qui se base sur Jung. C'est ça. Pour Jung, on conseille la dialectique du moi et de l'inconscient. Qui parle de ce processus, en fait on a un inconscient collectif, on essaye de s'en distinguer. Pour Nietzsche, je conseille vraiment, pour moi le gai savoir, c'est celui où j'ai pris le plus de plaisir. Vous connaissez tous Ainsi parlait Zarathustra, de nom au moins, il est un peu plus complexe, mais je conseillerais vraiment le gai savoir pour commencer. Et pour donc Nietzsche, Campbell, Jung et Tarnowski, peut-être. Alors pour Tarnowski, il y a un excellent site internet. Si vous tapez Jean-François Tarnowski, c'est simple, vous aurez la page Wikipédia et derrière vous aurez un site internet consacré que à lui. C'est un site qui, si ma mémoire est bonne, est tenu par des fans. Donc du coup, c'est la meilleure source pour avoir un maximum de ses critiques, de ses analyses. Ils ont fait un travail de documentation excellent. Sinon, il y a Starfix qui a ressorti un gros bouquin avec les critiques d'époque et où en plus sur le dernier chapitre ils se sont amusés à faire un nouveau numéro et dans ce bouquin vous pourrez retrouver des analyses de Jean-François Tarnowski également. Donc du coup moi je vous conseille, pour Jean-François Tarnowski je vous conseille son site internet et le bouquin Starfix. Et sinon d'un point de vue
un peu plus cinématographiques sur justement, alors on les a déjà cités mais je le rappelle puisque c'est le moment bibliographique, donc évidemment le Conan de John Milius, le Beowulf de Robert Zemeckis, Predator de John McTiernan et le King Kong de Peter Jackson. Ça c'est une espèce de corpus de films, on voit tout ça. Avatar de James Cameron, parce que c'est bien de le revoir, surtout que encore aujourd'hui, encore récemment, là il y a une vidéo, il est sorti il y a 2 jours pour expliquer qu'Avatar c'est pas si bien écrit que ça. D'accord. Donc je suis pressé de la voir. Ouais, non mais voilà. Enfin donc encore aujourd'hui, encore en 2020, faut expliquer. Encore défendre Avatar. Ouais, voilà. C'est chiant. Donc oui, c'est chiant. Enfin voilà, donc revoir Avatar. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non mais bref, enfin voilà. Et à la limite, je vous dirais bien pour rester sur ce côté cinéma muet dont la mise en scène peut amener des archétypes assez forts, tout ça, le Nosferatu de Murnau. Ouais, tout à fait. Qui joue l'Aurore, enfin l'Aurore aussi. L'Aurore aussi également, mais je pense, comme l'Aurore, j'en ai déjà parlé, je pense que Nosferatu pour lier encore tout ça. Et puis au final, autant citer la personne qui nous a amené à développer tout ça, toutes les analyses possibles et imaginables de Rafik Djoumi. Tout, c'est ça, exactement. Voilà, merci beaucoup pour ce point. Point bibliographique. Donc, au moins, je me suis pas moqué de vous quand dans l'épisode dans l'épisode d'Analytique, je vous ai dit qu'on allait faire un plus gros podcast parce que on en aurait besoin. Puis voilà, il y a rien sur internet sur Primal, donc on s'est dit autant faire un maximum. On espère ne pas vous avoir assommé avec tout ça, que ça restait compréhensible. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on revienne sur un point particulier. On espère en tout cas que ça vous a intéressé. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil sur notre Tipeee, faire un petit geste. On remercie ceux qui tipsent déjà et partagez ça, regardez Primal surtout. Prenez soin de vous et à bientôt. Et à bientôt. Parce qu'il y a du bordel à faire dedans. L'extérieur est fait, maintenant il pourra se mettre à l'abri.